Non. Donc, rappelez-vous ces éléments-là, justement, et tout ce qui tombera au niveau de votre vésicule, ce sera le sable kystique. Bien sûr, on a dit tout à l'heure, le premier organe, le premier filtre, c'était le foie. Et donc, la première localisation que vous verrez, c'est le kyste hydatique du foie. On a dit que l'infection se faisait éventuellement au cours de l'enfance. Les signes d'appel sont très peu. Douleur de l'hypocondre droit, des effets de masse, parfois quand le kyste augmente de taille au-delà de 10 cm, on voit des nausées, des vomissements. C'est des signes qui rappellent tous les problèmes liés, ce qu'on appelle des problèmes d'ordre hépatique, voire vésiculaire. Quand le kyste se développe, bien entendu, on va avoir une hépatomégalie nodulaire avec un bord inférieur tranchant. On peut retrouver la masse qui est mobile quand on respire, etc., en érénitante ou autre, mais là, vraiment, c'est qu'il faudra tenir compte des différentes topographies du kyste hydatique au niveau du foie. On peut avoir un kyste localisation inférieure, centrale, supérieure, si vous voulez, et à chaque localisation, on aura des répercussions par rapport aux organes qui sont adjacents. Donc, si le kyste se développe, on le verra, il y aura des répercussions, par exemple, d'ordre pulmonaire. S'il est au niveau inférieur, très souvent, on aura une difficulté de poser le diagnostic réel à la clinique, de dire que c'est un kyste hydatique, parce qu'on peut avoir des kystes à développement inférieur, qui sont d'ordre sessile, et on peut les confondre avec une localisation, par exemple, mésentérique. Donc, heureusement que aujourd'hui, ce qui est simple, c'est l'imagerie médicale et une échographie, elle peut orienter facilement le diagnostic. Bien sûr, l'évolution lointaine d'un kyste hydatique, c'est la calcification, mais la calcification ne veut pas dire guérison obligatoirement. Il faut être sûr qu'il n'y a aucun, pratiquement, vestige vivant. Ça peut se stabiliser, mais là aussi, c'est de la fonction de l'organe qui héberge le kyste hydatique. Et souvent, quand il évolue, c'est surtout les complications. Une des complications qui peut être gravissime, c'est la rupture, puisqu'on peut mourir par choc anaphylactique, ou bien, quand il augmente de taille, c'est la compression donc, des organes adjacents. Bien sûr, un kyste hydatique peut se surinfecter, et quand il se surinfecte, vous aurez un tableau d'un syndrome de suppuration profonde, qu'il soit pulmonaire ou hépatique, si vous voulez. Donc, on aura un syndrome de suppuration profonde, que vous avez vu d'ailleurs dans les différentes sepsis, pour ne pas revenir sur la clinique d'un syndrome de suppuration. Mais les compressions, ça dépend. On avait parlé du kyste hydatique. Il peut comprimer donc le système cave, tout ce que vous voulez. Donc, on aura beaucoup de problèmes. On peut avoir même un syndrome équivalent qui va rappeler le syndrome de Betz-Carré, etc. Donc, il faudra vraiment en tenir compte. Un kyste hydatique, bien sûr, peut être asymptomatique. D'ailleurs, très souvent, quand il est de petite taille, c'est une découverte fortuite. Donc, il devient évident, c'est-à-dire quand on a des signes cliniques, quand il a une taille assez importante. Et vous verrez des kystes hydatiques parfois dépasser les 20 cm, voire plus. Donc, il faut savoir, donc, devant toute suspicion, d'aller demander au minimum une échographie. Pour le kyste hydatique rompu, on avait parlé tout à l'heure d'un élément gravissime. Il peut se rompre dans la voie biliaire. Mais il peut poser d'autres problèmes s'il se voit dans la... Ça peut être à l'origine d'un syndrome, donc, pratiquement d'ordre d'angioculite grave, qui peut être lié, puisqu'il peut ne pas être éliminé quand il passe, et il restera, il y aura des membranes qui resteront, et le problème, c'est les membranes. Et donc, un kyste rompu ne veut pas dire un kyste qui va guérir. Il va poser d'énormes problèmes. La fissuration aussi, elle pose d'énormes problèmes, parce qu'elle peut faire apparaître des signes toxi-allergiques qui deviennent récurrents avec la persistance et la possibilité de surinfection, voire
plusieurs surinfections. Et à chaque fois, on sera obligé de traiter comme étant des problèmes de syndrome de suppuration. Donc, à mon avis, il faut vraiment, dès que vous avez un kyste qui est malade, qui est réellement qui est mature, l'idéal, c'est d'aller opérer votre kyste hydathique. La rupture aiguë, j'ai dit, elle était catastrophique. Le vrai problème, c'est la possibilité d'un syndrome pratiquement d'un choc anaphylactique et c'est une mort subite. Ce qui voudra dire qu'il faudra jamais éviter, il faudra éviter de fonctionner des kystes hydatiques même au niveau hépatique si vous avez une échoglydie, etc. Parce que vous allez créer le même problème et perdre les malades. Donc, avant, quand c'est un kyste hydatique, on ne peut jamais le fonctionner. Donc, pour dire j'ai un abcès, faut éviter, quand c'est des kystes hydatiques, il faut vraiment faire très attention pour ne pas faire ce geste-là. Deuxième élément, on a vu tout à l'heure que les kystes hydatiques pouvaient se rompre dans les séreuses. Et une des séreuses les plus graves, c'est le péritoine. Si vous avez une rupture d'un kyste hydatique au niveau péritonéal, vous êtes sûr que c'est un malade qui ne guérira jamais. Chaque 5 ans, 10 ans, il va se présenter avec 3, 4, 5 kystes au niveau abdominal et ça va être la galère pour le malade et à vie. Même si vous allez donner des traitements, j'ai dit tout à l'heure, d'ordre antiparasitaire à vie, vous ne réglerez jamais ce problème-là. Donc, il faudra éviter vraiment une rupture au niveau des séreuses. Et quand la rupture elle est au niveau des séreurs, ça veut dire que vous avez un pronostic sombre réel. Donc, l'intervention, il vaut mieux la faire au stade où kyste hydatique n'est pas malade. Et vous voyez qu'on peut avoir une greffe, une rupture qui peut être progressive. Le problème, l'aboutissement, il est le même. La rupture maintenant d'un kyste qui est à développement supérieur, elle peut aller au niveau pulmonaire, voire en intrapleural. Et là, en général, on est associé, c'est déjà la localisation au niveau du dôme hépatique, les manifestations. Donc, j'ai dit, c'est l'organe adjacent qui va porter. Et quand on aura une rupture kystobronchique, c'est qu'on aura vraiment l'élimination du contenu au niveau des sécrétions bronchiques. Les différentes compressions, j'en ai parlé, les plus importantes et la plus grave, quand vous avez le syndrome, la veine porte et la veine cave inférieure, là, vous aurez beaucoup de problèmes. Donc, il faudra vraiment y penser quand vous avez des éléments d'orientation dans ce sens. Quand le kyste hydatique est surinfecté, j'ai dit c'est un tableau d'un abcès. Donc, rien ne les diffère sur le plan clinique d'un abcès classique, sauf votre imagerie qui va vous dire que vous avez des membranes au niveau de la constitution du kyste. La deuxième localisation la plus importante étant le poumon. Là aussi, c'est entre 20 et 40% qu'il peut être associé. Souvent, il est asymptomatique. Là aussi, on avait c'est une durée prolongée. Très souvent, les quelques signes, c'est une toux bronchique avec une douleur thoracique parfois. Et parfois, à l'extrême, on peut avoir quelques hémoptysies de faible abondance. Mais en réalité, la rupture, là aussi, au niveau bronchique, elle est dramatique. On appelle la vomique. Quand vous faites une vomique, là, on peut s'étouffer. C'est un élément important. C'est une chance, quand on aura éliminé tout le contenu, ce sera une véritable guérison, mais très souvent, vous aurez la rétention de membranes qui vont rester, qui vont poser d'énormes problèmes par la suite. Les complications, donc, comme tout à l'heure, on va avoir des problèmes de suppuration pulmonaire qui vont être traînantes, voire des pleurésies qui vont s'infecter, se surinfecter et donner des enquistements. Et donc là aussi, ça devient un problème. Et pour les localisations, vous avez compris, pulmonaire, il faut avoir recours à la chirurgie thoracique. Bien sûr, sur un plan de localisation pulmonaire, c'est facile. Même un cliché simple peut vous montrer des images quand il y a une éruption d'air au niveau du kyste hydatique. C'est très facile. Ça devient un tableau d'un pneumokyste, donc ce sera l'histoire facile. Mais gardez en tête quand même sur le plan pulmonaire,
Une kyste hydatique qui posera d'énormes problèmes. Ce n'est pas toujours évident, il faut avoir recours souvent à un scan parce que vous aurez le diagnostic différentiel d'une opacité ronde. Et tous les diagnostics que vous verrez, que ce soit la tuberculose, que ce soit les néoplasies, tout ça, sont fréquentes en Algérie et donc pas de problème avec une localisation si vous n'avez pas la participation associée sur le plan hépatique. Donc, il faudra prendre la chose au sérieux. Et puis, vous aurez aussi, même sur le plan pulmonaire, des localisations. Là, vous avez deux localisations. Vous pouvez avoir plus qu'un kyste hydatique au niveau pulmonaire et au niveau bilatéral. Donc, ce qui posera d'énormes problèmes parce que si vous faites la chirurgie pulmonaire et vous allez éliminer une partie des poumons, c'est que vous aurez des problèmes. Et en sachant que dans cette situation-là, nous, on ne fait pas de greffe pulmonaire. Sur le plan cérébral, là aussi, il peut se greffer dans 1 à 2%. Il peut intéresser toutes les parties et surtout être à l'origine d'une hypertension intracrânienne. Et là aussi, c'est la neurochirurgie qui sauvera la situation. Et il faudrait que ce soit un kyste aussi abordable sur le plan chirurgical, sinon ce sera problématique. Osseux, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas de limite, il va évoluer, pratiquement ça va être comme pratiquement du pain d'épices, et donc il posera d'énormes problèmes et il va rappeler finalement, malgré que c'est une pathologie parasitaire, elle va être de la même importance qu'un sarcome osseux. Donc c'est la localisation, d'une des localisations les plus sévères, c'est l'atteinte osseuse. Elle peut toucher en général de préférence, on dit, sur le plan vertébral et les os plats, mais elle peut aussi intéresser toutes les parties. Ensuite, j'avais parlé de localisation erratique. Vous pouvez voir toutes les localisations. Un des organes, on le verra, c'est la rate. Là aussi, il se localise. Moi, je me rappelle un jour, j'ai vu un kyste hydatique de 27 cm au niveau de la rate. Donc là, il y a un risque de rupture de rate, il y a tout ce que vous voulez. Et donc, c'est des problèmes sérieux en matière de kyste hydatique. Il faut aller vers la chirurgie. Et puis, pour toutes les localisations, on a eu même un kyste hydatique sur un plan cutané. Mais là, on a compris que ce n'était pas un truc, un hasard. C'était quelqu'un qui avait subi 3 années auparavant une ponction pleurale et par la suite, il a développé vraiment un kyste qui a été sur le trajet. Oui, ça a été un drame. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais, jamais ponctionner un kyste hydatique. Dès qu'on a le soupçon d'un kyste hydatique, il faut éviter de ponctionner les malades. Bien sûr, à partir de là, toutes les localisations sont possibles. Sur le plan cardiaque, rénal, on a dit, thyroïdien, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appellera des localisations erratiques. Pensez à tous les organes pourront être concernés. Le diagnostic positif, il est simple. Les arguments épidémiologiques, très souvent, vous ne les avez pas, puisqu'on a dit, c'est un enfant, ça remonte très loin. De manière ancienne, souvent l'enfant oublie qu'il avait des chiens dans l'enfance, donc ça pose l'élément le plus simple, c'est quand vous avez des gens ruraux, des paysans, voire des professions exposées, là c'est plus simple à poser, à avoir des renseignements épidémiologiques. Bien sûr, les éléments cliniques, c'est selon le siège et la taille du kyste. Et là, on a vu que la clinique aidait un peu, mais c'est surtout l'imagerie qui va aider. On a vu tout à l'heure que pratiquement un des éléments. Et sur le plan paraclinique, on verra des éléments d'orientation, mais quand un kyste est fissuré, on peut avoir une hyperéosinophilie qui n'est jamais importante. En général, la formule, très souvent, elle est normale. Bien sûr, une hyperleucocytose si vous avez une suppuration. Là aussi, la VS, elle est souvent calme quand le kyste il est sain, mais quand un kyste devient malade, vous aurez un syndrome inflammatoire. Le thorax peut être normal, peut montrer des calcifications, une surélévation de les coupoles diaphragmatiques, on a vu tout à l'heure sur possibilité de localisation du dôme, etc. On peut avoir une opacité. Mais gardez en tête, l'opacité pulmonaire, sur le plan pulmonaire, posera toujours un problème diagnostique réel. Et puis, il est clair, aujourd'hui, le diagnostic a été simplifié avec l'histoire de l'imagerie médicale. Depuis l'avènement de l'échographie, il est simple. Et d'ailleurs, il y a une classification d'un Tunisien, c'est le professeur Gharbi, qui vous montre le type 1, 2, 3. Et en fait,
Le 1, c'est un kyste qui n'est pas malade. Le 2, qu'on commençait à avoir un décollement, comme on en avait parlé tout à l'heure du pneumokyste sur le plan pulmonaire. Et un kyste qui est très fertile, vous aurez des vésicules endocavitaires, donc vous verrez des images qui vont rappeler parfois les métastases. Et puis, en dernier, on peut avoir une image calcifiée. Mais j'ai dit calcifiée ne veut pas dire guérison à 100%. Le Doppler hépatique peut vous aider pour montrer l'absence de vascularisation. Et le scan amènera aussi un complément pour l'échographie. Il vous donnera la taille, surtout, et éventuellement les lésions extra-hépatiques et les complications, c'est important. Et puis, il permettra aussi de choisir le type de technique chirurgicale. La certitude repose sur la sérologie, bien sûr. Vous avez des techniques qualitatives et quantitatives. En qualitative, c'était surtout l'électrocinérase qui était assez explicite quand vous avez l'ARC 5, mais aujourd'hui, elle a été détrônée par les techniques, on va dire, quantitatives, surtout l'immunofluorescence indirecte et l'ELISA.